Bienvenue à Horreur Québec, le balado. Bonjour et bienvenue à Horreur Québec, le balado. C'est un épisode spécial Patrick Sénécal lequel va venir nous jaser de son dernier roman, Résonance. Mais avant, évidemment, on est avec Éric. Bonjour Éric, puis je t'ai pas présenté Raphaël. De la chimie dans ton affaire. Je suis tellement content que tu me présentes avant Raphaël. Je me sens tellement important. Merci. Tu vas finir par genre me bumper, là, ça va... Oui, c'est ça! Non, je ne vais jamais te bumper. Je sais dans le cœur de Chloé, c'est moi son préféré. Bref, comment ça va, mais plein d'avenir que j'aime tant. Ça va bien, toi? Super bien. Vas-y, Raphaël, je parle trop dessus. Mais non, j'ai juste répondu en décalage, étrangement. Mais oui, ça va super bien. Je suis super content qu'on ait parlé de la Sénécal pour cet épisode-là. Puis vous allez voir, c'est un super de bon épisode. Là, fait que j'ai hâte que vous l'écoutiez toute la gang. Mais j'ai surtout hâte que tu nous parles des nouvelles du mois, Éric. Oui, mais avant, je veux dire là, l'année scolaire est recommencée. Ça sent l'automne pas loin. As-tu fait quelque chose ou as-tu des suggestions, mon cher Raphaël? Ah ben, je suis content que tu me lances là-dessus parce que j'ai quelque chose qui va te plaire en plus parce que j'ai joué à un jeu vidéo. Puis c'est un jeu qui vient tout juste de sortir. Ça s'appelle Immortality. Pour les gens qui ont le Game Pass, le Microsoft Game Pass, là, d'ailleurs, vous pouvez le trouver gratuitement. Sinon, il est disponible sur Steam et il n'est pas très cher. Est-ce que je m'excuse, écoute, tu veux déjà, je commence puis je te coupe. Oui, vas-y. Est-ce que c'est disponible sur PlayStation? Moi qui n'ai pas de... Laisse-moi vérifier. C'est disponible sur. C'est pas disponible sur PlayStation. Fait que faut que tu le pognes sur ordi. D'accord. Coudonc. Dans le fond, c'est un jeu on dit un jeu vidéo, mais c'est plus un film interactif, là. C'est développé par Sam Barlow, qui est le scénariste de quelques Silent Hill, Silent Hill Origins, puis un autre qui ne me revient pas, Shattered Memories. Okay. Puis lui, on le connaît aussi pour justement ses jeux justement plus film interactif. Il en a fait deux avant, un qui s'appelait Telling Lies, puis un qui s'appelait Her Story. Ces deux-là étaient plus des trailers, il y avait moins un côté horreur. Immortality est vraiment décidé d'embrasser l'horreur. Puis, pour vrai, je vais juste faire le pitch un peu de c'est quoi le principe. Le jeu s'est centré sur une actrice fictive là, qui s'appelle Marissa Marcel. Puis dans le fond, elle, on ne sait pas grand-chose d'elle, sauf qu'elle a disparu au tournant des années 90 et qu'elle a tourné 3 films dans sa carrière. Le premier dans les années 60, le deuxième dans les années... les deux premiers dans les années 60, puis le troisième dans les années 90. Puis on ne sait pas grand-chose d'elle. Tout ce qu'on sait, c'est justement qu'elle a disparu. Puis nous, dans le fond, notre posture de joueur, c'est qu'on est comme un espèce de... On est sur une table de montage avec tous les extraits de ces différents films. Puis on essaie de retracer qu'est-ce qui s'est passé à travers... en observant les images des films, dans le fond. Ah, c'est bien cool. Puis, le principe du jeu, c'est que tu commences avec un extrait vidéo, puis dans les extraits vidéo, tu peux cliquer sur des éléments dans le décor ou sur les visages des acteurs ou des actrices. Tu peux cliquer sur plein d'éléments qui vont t'amener à des scènes où l'objet en question se trouve déjà, ou l'acteur ou l'actrice en question se trouve déjà. Okay. Tu peux aussi reculer dans l'extrait, faire pause, puis essayer d'analyser les images. Puis, je ne dévoilerai rien, mais il y a une double mécanique qui arrive dans le jeu à un certain moment, qui vient complètement transformer l'expérience, puis qui fait en sorte que le jeu prend vraiment un tournant fascinant. Puis en tête de l'expérience narrative, là, c'est un des trucs les plus intéressants que j'ai fait dans les dernières années. Voyons donc. Oui, parce que le côté film interactif, là, on pense tout un peu à... Tout le monde a fait Bandersnatch là, de Black Mirror là, sur Netflix. Ouais. C'est vraiment pas ça. T'es beaucoup plus... t'as beaucoup plus de contrôle sur l'histoire qui t'est racontée, parce que finalement, c'est pas vraiment une expérience qui va d'un point A à un point Z, là, finalement. Ça va dans vraiment tous les sens. Puis essayer de refaire le scénario de qu'est-ce qui s'est passé à travers les années, ça t'amène vraiment à comme réfléchir sur
d'autres thématiques en filigrane qui s'inscrivent au fur et à mesure que tu découvres les extraits. C'est comme par rapport au pouvoir des images, au culte de la célébrité, à la narrativité dans son ensemble. Là. Qu'est-ce que ça fait raconter une bonne histoire? Comment raconter une bonne histoire? Puis... mais Raphaël, dans le fond, on est loin là, des Until Dawn ou Oui, c'est... Dark Anthology et compagnie de... Ou le dernier que tu as joué tant que j'ai oublié, The Quarry. Oui, The Quarry, oui. Non, c'est vraiment pas ça parce que c'est tourné avec des vrais acteurs. C'est comme des vrais. C'est des fausses images de films, mais ça a vraiment un côté. Les films des années 60 qui ressemblent vraiment à des films des années 60. Le premier film, c'est comme une espèce de genre de semi-giallo. Le deuxième film, c'est comme une espèce de thriller policier étrange. Puis le film des années 90, il y a plus un côté justement à la Fatal Attraction, un côté un peu mystère. Puis, tu sais. Il y a un intérêt à comprendre qu'est-ce qui s'est passé, à remettre toutes les scènes dans le bon ordre puis de comprendre ce qui s'est passé dans les films. Mais il y a vraiment aussi un intérêt à comprendre tout ce qui se passe comme en sous-texte de tout ça. Puis la première fois que tu découvres un peu en dessous de la surface, que tu réussis à gratter suffisamment en dessous de la surface puis que tu comprends un peu de plus en plus qu'est-ce qui se passe en arrière, ça fait froid dans le dos. Là. C'est vraiment, vraiment... un jeu qui m'a transporté. Okay. Puis qu'il y a vraiment du jus pour théoriser. Je pense souvent de mon ami Gab, avec qui j'écoute souvent des films, puis que lui, il a fait le jeu en même temps avec moi, c'est lui qui me l'a conseillé, en fait. Puis, on se textait les deux pendant qu'on jouait, puis on essayait de théoriser qu'est-ce qui se passait, puis de dire, t'as-tu découvert telle scène? OK, non, attends. Puis on se donnait des tips pour essayer de comprendre vraiment, puis c'est vraiment, vraiment une expérience fascinante. Là. Je vous encourage juste à l'essayer. Est-ce que tu te souviens à combien tu avais payé pour ce jeu-là? Moi, je vais payer parce que j'ai le Game Pass. Je peux vous dire parce que je suis allée voir pendant que Raphaël il parlait. Chloé, tu sors à quoi? Sur Steam, il est 22,79. C'est ça, il n'est pas très cher, c'est ça. Pas cher. Mais peut-être que maintenant, nous, PlayStation, la communauté de PlayStation, on aura le droit d'y jouer. Mais bon. Mais tu le vends combien d'heures à peu près? Tu l'as-tu terminé? Pour le terminer à 100%, il fallait que tu découvres toutes les images et tout ça, mais moi, je pense que j'ai eu le crédit qui est arrivé à un moment étrange aussi que je n'avais pas vraiment compris toute la fin de l'histoire, mais que le jeu jugeait que j'aurais dû comprendre. Fait que sûrement que je suis plus cave que la plupart des joueurs ou je ne sais pas quoi. Mais j'ai repris le jeu par la suite, puisque tu peux continuer à l'infini. Puis plus ça allait, puis plus je découvrais des images, plus je comprenais ce qui se passait. Puis là, je suis à un point, c'est que j'ai compris tout, je suis pas mal sûr. Puis fait que j'ai arrêté, mais je te dirais qu'au total, j'ai dû mettre dessus un genre de. Peut-être un 10 heures, genre. OK. Ben, quand même. 20 piastres, 10 heures, c'est correct, ça. Ouais. Avec la face que tu as, tout le plaisir, genre, ça vaut ça, 20 piastres. Ouais. Ça vaut ça. Cool. Chloé, toi, qu'est-ce que tu as à nous suggérer? Moi, j'ai 2 petites recommandations aujourd'hui. J'ai continué sur ma lancée de fan footage. Je pense que ça fait 2 mois que je parle juste de fan footage. Puis là, il ne me reste plus grand-chose à écouter, justement. Fait que je suis allée dans les profondeurs de Tubi. Et ça fait peur des fois. J'ai découvert un petit film qui s'appelle The Andy Baker Tape. Ça fait penser un petit peu à Creep. Oui. C'est dans le même genre d'une personne qui est un peu louche, que tu sais que c'est malaisant, tu sais qu'il se passe quelque chose, mais le personnage principal veut pas trop s'en rendre compte ou se sent coincé. Bon, dans Andy Baker Tape, la différence, c'est que le personnage principal est trop imbu de lui-même. Donc, tu vas presque préférer j'hésite à dire l'antagoniste, mais oui, à un certain point, parce que il est plus sympathique que le personnage principal. En gros, c'est l'histoire d'un gars qui a un blog de culinaire, dans le fond, où il va visiter des restaurants puis faire des critiques sur ce qu'il mange. Il s'est fait offrir par une chaîne de télévision un spectacle. Au théâtre. Non. Il s'est fait offrir une émission avec son nom, sauf qu'il faut qu'il fasse un démo.
Donc là, il part, puis il décide, pour son démo, d'aller retrouver son demi-frère perdu, qui ne savait pas, qui vient de découvrir son existence, dans le fond. Il va retrouver son demi-frère, mais les deux ont très peu d'affinité. En gros, c'est ça. C'est vraiment intéressant pour un petit film à très, très petit budget. C'est bien fait. Les acteurs sont très bons. On voit que c'est vraiment là qu'on voit que les found footage, ça n'en prend pas beaucoup, là, la simplicité. Souvent, ça va loin dans ce genre-là. Puis ça, c'est un très bel exemple. Donc, ça. Puis, deuxième suggestion, c'est pour les lecteurs anglophones, malheureusement. Quand on était allé à Shockstock, j'avais dévalisé la table d'une maison d'édition qui s'appelle Erie River. Puis là, quand je dis je l'avais dévalisée, là, elle avait 15 livres, je pense que j'en ai acheté 10. Ça n'avait aucun sens. Oui, elle m'aimait beaucoup, la madame. Puis là, bon, je me suis lancée dans un des romans. Puis, pas un roman, mais en fait, c'est une anthologie de courtes histoires. Ça s'appelle It Calls from the Sea. Donc, ça appelle de la mer. Puis c'est toutes des petites histoires d'horreur qui ont un lien avec la mer, les bateaux, les marins, etc. Okay. Donc, il y a tant des trucs un peu Lovecraftiens que des choses, que des histoires avec des fous qui vont se rendre, qui se passent sur un bateau. Donc, tu as l'isolation qui va avec. Puis, bon, tu as des histoires de sirènes un petit peu malfaisantes. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment bon. Jusqu'à date, toutes les histoires, je dis jusqu'à date parce que je ne l'ai pas terminé. Je viens de me vendre. Mais je suis rendue plus qu'à la moitié, là, puis toutes les histoires sont très, très bonnes. Fait que, voilà. It Calls from the Sea. Puis il est disponible, j'ai vérifié, il est disponible sur Amazon. Puis autant en paperback que en version numérique. Voilà. Nice! Ben, toi, Eric, qu'est-ce que j'ai fait? Écoute, en cette belle rentrée scolaire, ma première suggestion n'est pas typiquement horreur, je dois l'avouer, mais quand même, on parle de meurtre et c'est disponible sur Disney+. C'est Only Murders in the Building avec Steve Martin Short et Selena Gomez. Okay. Ce beau trio-là vivent dans le même bloc d'appartements et il y a un meurtre, évidemment. Et ils se réunissent les trois ensemble par des circonstances X et décident de faire un podcast. Parce que, hein, Chloé, les true crime, ben, ça a l'air que vous aimez bien ça. Et il y a 2 saisons pour l'instant. Et j'ai dévoré les 2 saisons. Ça n'a pas de bon sens. D'un, c'est drôle. Si vous tripez les whodunit, je vous dirais la première saison est très bonne. La deuxième saison, j'ai fait « Oh my God, vous m'avez eu! » Je n'avais jamais réussi à deviner le punch. Bref, c'est drôle. Il y a des répliques tordantes. Vraiment, c'est parfois malaisant. Je dois avouer, j'ai même pleuré un peu. C'est un peu stressant. Bref, je me demandais ce trio-là, je veux dire, Martin Short puis Steve Martin qui ont dans les 70 avancé. Ouais. Avec je sais que je massacre son nom, là, mais je pense que c'est Selena Gomez. Oui, c'est ça, Selena Gomez. Selena Gomez. Qui doit être fin vingtaine, début trentaine, j'imagine. Je me demandais si ça allait fonctionner, mais ça fonctionne super bien. Franchement, là, ils sont adorables. Bref, si vous avez Disney+, garagez-vous là-dessus. Et c'est ça. Et attends, je t'arrête. Oui. En plus, il y a Cara Delevingne puis Amy Ryan. Oui, mais en plus, il y a des caméos. Okay. J'en dirai pas trop parce que c'est fun de découvrir, surtout à la fin de la 2e saison. Écoute, clairement, il va y avoir une 3e saison. Donc, si vous êtes fan de True Crime, de podcast et de whodunit, ben, ça s'adresse pour vous.
C'est franchement réussi. Là. Je pensais pas. Tout le monde m'en parlait. Puis j'étais comme, ah ouais, je vais l'écouter. Ah, je vais l'écouter. Puis là, écoute, tranche de vie. J'ai en fait fini Ghost Whisperer, qui n'est pas très bon. Ça, je le conseille pas très bien. Linda entre deux mondes, la femme Oui. Bref, par chance qu'on a fini ça. Bref. Fin de la parenthèse. Ma deuxième suggestion. Petit film extrêmement sympathique et divertissant qui m'a ô combien surpris. Et là, je suis pas en train de dire, là, appelez-moi pas pour vous plaindre, là, dire que j'ai dit que c'est un excellent film. C'est un bon film, c'est un bon divertissement. Et je parle de la suite de Orphan. C'est Orphan First Kill, qui m'a, écoutez, agréablement surpris. Réalisé, j'avais le nom ici dans ma face, et là, je ne l'ai plus. Réalisé par William Brent Bell, qui a réalisé The Boy, tous des films qu'on se souvient plus ou moins de Staying Alive. Bref. Écoutez, je pense avec. Je pourrais faire le résumé de l'histoire, là, mais je ne veux comme vraiment pas en dévoiler. Mais ça commence. On se dit, ah non, ça va être encore la même affaire. Mais non! OK, ils ne sont pas tombés dans l'écueil. Mais non! Il se passe quelque chose que moi, j'ai vraiment eu du fun. Avec une petite touche d'Hitchcock, je trouve, là-dedans. Ouais. Puis le maquillage, l'effet spécial de rajeunissement, qu'est-ce que tu en penses? Écoute, ça passe-tu? Ouais. Moi, j'ai passé par-dessus. Okay. Moi, j'ai fait guerre. Je sais qu'elle a comme 30 ans, genre, ou 25, en tout cas 25 ou 30, puis qu'elle joue une petite fille de 10 ans. Et je mets, là, vous ne les voyez pas, mais je mets entre guillemets. Mais moi, j'ai passé par-dessus. Je sais qu'elle a ça a gossé. Mais moi, j'ai très bien vécu avec ça. Est-ce que vous l'avez vu? Non, pas encore. Non. Il est disponible à la location. C'est pas le film du siècle, là. On s'entend, c'est pas le film du siècle. Mais par son revirement, écoute, j'ai eu un malin plaisir à écouter ce film-là. Puis ça a passé vite, puis il n'est pas très long. Fait que, et j'oublie. Moi, il va sûrement trouver sa place dans mon marathon d'Halloween. Dans le sens que j'espère. J'avais bien aimé le premier dans le temps. Aussi, j'ai beaucoup aimé le premier. Je ne dis pas que c'est aussi bon. C'est une coche en dessous. Mais écoute, prends-le pour ton marathon, s'il te plaît. Quand même. Puis, Julia Stiles, là, moi, j'en veux plus d'elle. Ouais. Elle est très bonne là-dedans. J'ai juste envie de vous dire pourquoi. Je sais pas. Mais écoutez ça, vous ne serez pas déçus. C'est disponible pour l'instant. On a juste à la location. J'imagine qu'éventuellement, ce sera sur les Netflix de ce monde. Bref. Mais écoutez, Only Murders in the Building avant. Oui, d'accord. Ben là, tu m'as vendu. Non, mais avant tous les marathons, là, ouais. Avant octobre, là, écoute, je te dirais en deux journées, tu es capable d'écouter une saison. Facile. OK. Mon Dieu, c'est 30 minutes par épisode. OK. C'est quand même pas long. Bref, j'ai arrêté d'en parler. Petite parenthèse avant qu'on passe aux nouvelles, je voulais juste dire que j'ai été parler de Babadook au podcast Horreur 360, fait que je vous encourage à aller l'écouter si vous voulez qu'on entende parler d'analyses, des fois qui vont peut-être un peu trop loin, commencer à me connaître sur le film. Puis c'est un super bon épisode, puis je pense que ça peut plaire à beaucoup de gens ici, donc voilà. Cool. Est-ce que tu peux répéter le nom du podcast? Horreur 360. Parfait. Je veux juste être sûr que les spectateurs ont bien... Merci. Entendu. Là, est-ce que le malaise... Parce qu'on a vécu un beau petit malaise ensemble là avant. Mais c'est pas grave. Je vais enchaîner, je vais faire, écoute, tel un Pierre Bruno qui n'est pas à la retraite, je vais enchaîner avec une belle. Oui, super. Absolument. Écoute, je savais que c'était passé, je voulais dire quelque chose. Non, mais vous n'allez pas interrompre les nouvelles comme ça pendant 2 heures. Là. Non, mais je me rappelais qu'il s'était passé quelque chose avec Pierre Bruno, puis je me suis dit, je vais dire ça au prochain
C'est sa podcast, mais retraite. qu'on enregistre, oui, puis c'est ça. Puis là, je me rappelais plus s'il était mort ou Non, non. qu'est-ce qui s'était passé. Non, là, commence pas les fausses rumeurs. Il n'est pas mort. C'est pas vrai. Là, je pense qu'il revient pour les élections, quelque chose du genre. Ah, OK. Bref, c'est pas clair. Là, Mais avoir Pierre Bruno Zombie, ça marcherait pour notre podcast. Là. Ça Ça serait marcherait. très bien. Ouais. Ça Le marcherait. fantôme de Pierre Bruno, si tu nous entends. Voilà. Oui, il n'est pas mort. Écoute, je vais appeler Melinda. Melinda, elle parle au fantôme. Elle pourra nous régler ça. C'est bon. Ah. Je vous ai dit comment c'est mauvais. En tout cas, on s'en parle de Ghost Whisperer. Ouais. Quand même. Ce serait un beau sujet. Bref, bon, j'enchaîne parce que là, vous vous dites, Eric, commence donc avec des nouvelles. Je commence. Et là, je commence le mois de septembre. On sent octobre qui s'en vient. Là. Je ne sais pas si vous sentez là, c'est quoi les spices? Oui, Pumpkin Spice, là. Là, ça sent. Mais on a plein de bons films qui s'en viennent, qui vont prendre l'affiche au cinéma. Donc, le premier, je parle Barbarian. Oui. Le 9 septembre au cinéma. Film qui va en vedette. Écoute. Oh oui, je vais essayer. Bill Skarsgård. Yes. Ah oui. C'est bien, quand même. Le fameux clown Pennywise. Oui. Pennywise. Voilà. Georgina Campbell, qu'on a vu dans Black Mirror, et Justin Long, qu'on a vu dans Jeepers Creepers. Dans Tusk. Oui, aussi. Donc, c'est un film qui parle d'une réservation dans un Airbnb qui tourne au vinaigre. J'en dis pas plus. Mais je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir la bande-annonce. Sinon, allez sur le site d'Horreur Québec qui est très... moi qui m'intrigue beaucoup, je pense que ça va être bon. Marc Boisclair m'a susurré à l'oreille qu'apparemment que les premières impressions étaient bonnes. Donc, est-ce que ça vous titille ou pas? Totalement. Moi, Oui, j'ai très hâte de le absolument. voir. Ça fait partie des mes incontournables de ce qui s'en vient. Cool. Autre, celui qui n'est pas au cinéma, mais qu'on a certains ont pu voir à Fantasia cette année, c'est Speak No Evil, qui sera disponible le 15 septembre chez Shudder. Yes. Et à celui-là... mon Dieu. Est-ce que tu l'as vu? Oui. OK, tu pourras nous en parler, ça ne sera pas long. Sans rien dire, parce que c'est le genre, je pense, de film que faut que tu nous gardes la surprise, parce que moi, ce qui m'a titillé, ce qui m'a excité avec ce film-là, c'est la critique d'Élise sur notre site, qui, je cite, dit « C'est à la fois l'une des meilleures et des pires choses que vous verrez cette année. » Moi, juste avec ça, je dis « Bon, tu m'as. » Mais bref, c'est une production Danemark-Pays-Bas de Christian Dafdrup, qui a réalisé un Honorable Woman. Bref, c'est... je veux pas, puis je veux pas trop dire l'histoire, mais... On l'a traité dans le rétrospective Fantasia. Fait que, vous en avez parlé? Ouais. Ben écoute, allez écouter, je vous invite à aller écouter la rétrospective dans ce cas-là. Comme ça. Mais en gros, ça se passe en Toscane, une famille danoise qui se lie d'amitié avec une famille néerlandaise. Ouais. Et cette famille-là se revoit des mois plus tard et ça vire mal. C'est tout ce que je veux dire. C'est comment est-ce qu'on dit ça, là? Tu sais, quand... Non, mais dis rien. Écoute, moi, je veux même pas que tu... Est-ce que... Non, mais dis-moi juste si tu as aimé ça ou pas. Oui, j'ai aimé ça. Mais moi, il y a un sujet en particulier qui choque énormément les gens, auquel je suis un peu moins sensible. OK. Mais en général, OK, cœur sensible, s'abstenir. Là. Si vous êtes... oui, là, si vous êtes facilement choqué ou que vous êtes habitué aux films avec des jump scares qui ne dérangent pas trop, là, non, okay. là, c'est pas pour vous. Je pense que je ne sais plus qui dans l'épisode qui comparait un peu à Funny Games. Là. Je pense que c'était peut-être moi. Là. Ça devait être toi, ouais, c'est ça. OK. Ben écoute, on va regarder le mystère comme ça. Je pense qu'on a pu susciter comme l'intérêt. C'est le 15 septembre sur Shudder. Le prochain, écoute, je suis très curieux de le voir. C'est Don't Worry, Darling. Ne t'inquiète pas, chérie.
qui sera qui sera au cinéma le 23 septembre. Puis qu'il y a son Prochain. autre controverse depuis des mois. Là. C'est que genre, Oui. je me semble. Tout ce qu'on entend, Oui. c'est genre le chaos du tournage. Puis de comme. Oui, Ouais. avec Shia LaBeouf et la réalisatrice Olivia Wilde. Bref, mais moi, ça me met une actrice que j'aime beaucoup en vedette. C'est l'actrice qu'on va pouvoir dans Midsommar, Florence. Pew. Pugh? Pew. Pugh. Oui. Ok. C'est drôle parce que ils ont eu. J'ai écouté l'épisode de Terreur sur le pont de Midsommar, justement, puis ils passent à peu près 2 minutes à se demander combien d'autres Ouais. sont filmés. Je trouve ça drôle qu'on ait exactement le même moment ici. Là. Écoute, le film, c'est dans les années 50, une femme au foyer vivant avec son mari dans une communauté expérimentale utopique commence à s'inquiéter que sa compagnie Glamour puisse se cacher d'inquiétants secrets. Écoute, on s'entend que là, on pense à The Stepford Wives, film des années 70, qui avait été repris dans les années 2000, je ne me trompe pas. Bref, moi, j'ai hâte de voir. Moi, j'étais avec un fan Harry de Florence. Styles dedans. Oui, tu sais, j'avais oublié Harry Styles. Je suis moins One Direction. Moi, j'étais plus New Kids on the Block. Mm. Ça m'a moins marqué, disons. Ça trahit mon âge, en fait. Hein? Non, mais parlez pas partout. Désolé, j'ai rien à ajouter non, sur les mais- New Kids on the Block, Eric. Non, mais j'ai été un petit Eric, t'es pas si vieux que ça. T'es le cœur. Bref, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Je pense écoute, la tequila est pas loin. Après, c'est déprimant. Ben non. Mais non. Écoute, dans mes suggestions, je termine avec le dernier, non le moindre, et celui-là. Oh, que j'ai hâte. C'est Hocus Pocus 2. Ouais. La Abracadabra 2, en français, qui sera disponible sur Disney Plus le 30 septembre. Et ça, oh, que j'ai hâte de revoir le trio des sœurs Sanderson qui sont de retour pour une nouvelle aventure délirante et assoiffée de vengeance. Bref, est-ce que vous étiez des fans du premier opus? Oui. Opus. Oui, c'est ça. J'étais sûre que Hein? T'as dit Non, opus, puis t'as le temps d'y j'attendais. réfléchir. Oui, je l'avais écouté plusieurs fois. On l'avait loué au Vidéotron dans le temps, puis on avait 7 jours pour l'écouter. On l'avait écouté comme jeune, non, quand c'est 3 sorti? fois par jour. T'étais-tu né? Non, c'est peut-être Raphaël qui n'était pas né. T'étais-tu né? Moi, je devais pas être né. Oui, non, c'est ça. J'étais pas vieille. J'étais encore à l'âge de me faire garder par ma grand-mère parce que je sais pas, c'est-tu général, ce film-là? En tout cas. Oui. Oui, C'est un film de Disney, ça doit être. À la limite, c'est 8 ans et plus, là, mais je pense que. Oui. Parce qu'on avait loué Hocus Pocus, puis on avait loué aussi Antise, là, The Hunting. Écoute, c'est la même chose, hein, le même concept. Oui, c'est ça. C'est Puis, on avait les 2 films pour 7 jours, puis on les écoutait là, en boucle, moi puis une de mes amies. OK. Fait que, c'est ça. Mais je ne l'ai pas réécouté depuis. Fait que, Ah non! Il y a 20 ans, je l'ai écouté 32 fois en 7 jours, puis c'était tout. Donc, il va falloir que je le réécoute. Raphaël, donne-moi un peu d'espoir. Non, désolé, c'est sorti l'année de ma naissance, puis c'est passé complètement en dessous de mon radar. Oh my God, c'est sorti, attends, c'est sorti ça sorti en 80, quoi? À 91? 80... ah non, c'est sorti un an, j'avais mal lu, c'est 93, donc c'est sorti un an après ma naissance. Mais c'est quand même pas sorti de mon radar. Quand même. Ouais. Tout jeune. Mais quelques mois, en fait, parce que je suis fin des 92, donc ouais. OK. Mais en tout cas, bref, moi, j'ai très hâte de le voir parce que c'est un classique. Tu sais, j'étais en 93, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans. Ah, le bon vieux temps. Bref. T'es encore T'es pas si vieux que ça, Eric. Mais écoute, tu te rattrapes. C'est bon. J'attends les fleurs bientôt. Mais il ne sera pas, c'est ça. Donc, il faut être abonné à Disney+. Sinon, ben, écoute, j'allais dire manger du caca, mais
quand même. C'est un peu Non, too non. much. Là. un peu. Je reprends ça. Non. Sinon, tant pis pour vous. Là. C'est pas si grave que ça. Mais bref, on a bien hâte. Écoute, est-ce que j'enchaîne? Oui. Écoute, j'enchaîne pour aller dans les pays scandinaves avec le FICAS. C'est le festival immersif de culture et d'art scandinave nordique qui est de retour pour sa 4e édition en octobre prochain à Montréal. Ils vont présenter 4 films d'horreur scandinaves ou nordiques. Donc, je vous fais la liste du 4 parce qu'il y en a des excellents là-dedans. Il y en a que je n'ai pas vu, mais il y en a d'excellents. Je commence avec Le Règne blanc de 1952. C'est un tout premier film fantastique de l'histoire du cinéma finlandais quand même, le 17 octobre prochain, avec une rare copie 16 mm sous-titrée en français. Le film se déroule dans l'univers de la sorcellerie ancestrale des Lapons. Donc, l'argument est tiré de la vieille légende de la captivante créature qui se transforme en reine couleur de lune pour attirer à l'écart les jeunes chasseurs et les faire mourir. Ouh, merci. Oh, écoute, ça n'a même pas pratiqué. Quand même. Le suivant, écoute, je pense que les 3 l'ont sûrement vu. Vous me direz si vous ne l'avez pas vu, sinon je vous juge. C'est Let the Right One In. Oui. Laisse-moi entrer de 2008 de Thomas Alfredson, adapté du best-seller de John Ajvid Lindqvist. Hey, c'est moins dur à dire je ne sais pas c'était à quelle langue, là, mais c'est moins dur que l'anglais, on dirait. Lui va être projeté le 20 octobre prochain. Donc, si vous ne connaissez pas l'histoire, là, c'est délaissé et harcelé. Oscar, un écolier persécuté par ses camarades de classe, fait la connaissance d'Eddie, jeune voisine apparemment insensible au froid, nouvellement installée dans son HLM. Excellent film. Je pense que c'est un must si vous ne l'avez pas vu. En plus, une chance de le voir au cinéma. Ouais. Oui, en plus. Ouais. Oui. Le prochain que moi, je ne l'ai pas vu le 21 octobre, c'est Aksan de 1922 quand même. Oui. Oui. Vous connaissez? Tant mieux. Sorcellerie à travers les âges. Oui, c'est ça. Cool. De Benjamin Christensen, qui est présenté avec un accompagnement musical en direct Nice. dans le cadre du 100e anniversaire du film. Wow! Ouais, ça, c'est quand même à ne pas manquer, je pense. À ne pas manquer. Comme disait Raphaël, et, mon Dieu, j'allais avoir un blanc de mémoire. Comme il disait, c'est comme qui donc? Raphaël, excuse-moi. T'es dans mon cœur pareil. Là. Comme il disait, Axel livre le vaste panorama des différentes sorcelleries du 15e au 17e siècle. Donc, ça vous intéresse? Pourquoi pas? Ouais, c'est un film qui est genre justement, ça donne 1922, fait qu'il y a vraiment un côté, il y a un décalage à travers le genre de film de cinéma qu'on est habitué de voir. Puis, le côté, justement, les costumes, toute l'espèce de mise en scène autour. C'est un des premiers films qu'on peut qualifier d'horreur. C'est vraiment un must. Cool. Et je termine avec le film que moi, je pense que ça va être mon numéro 1, c'est pas mon numéro 2, de 2022, Les Innocents, qui sera projeté le 22 octobre prochain. On est sur un groupe d'enfants se liant d'amitié grâce à leurs habiletés étonnantes et qui prendront éventuellement un tournant violent. C'est ça, si vous ne l'avez pas vu, je pense que c'est votre chance aussi, si vous voulez le voir sur grand écran. C'est perturbant, c'est touchant, c'est stressant, c'est tout ça en même temps. Là. Parce que ça aussi, c'est le genre de film qu'il ne faut pas trop t'en dire. Le moins t'en dis, le mieux c'est. Il faut découvrir cet univers-là qui se passe. C'était une de mes suggestions il n'y a pas si longtemps. C'est vrai. Il faut se laisser embarquer dans cet univers et ça se passe durant l'été pendant que tout le monde est parti en vacances. Et avec un personnage autiste en plus que je trouve particulièrement attachante. Bref, c'est à voir. Donc, allez-y. Et je rappelle, peut-être juste pour terminer, la mission du FICAS
c'est de promouvoir l'art de vivre scandinave et nordique à Montréal et au Québec par la musique, le cinéma, la gastronomie, la littérature, les arts visuels, des conférences et des séances de réseautage, tout en privilégiant des valeurs d'échange, de découverte et de partage. Donc, tout ça se passe durant le mois d'octobre. Si vous voulez avoir plus de détails, allez sur le site d'Horreur Québec. Toutes les infos s'y trouvent. Très cool. Les enfants, les méchants enfants dans les films, ça me rend profondément mal à l'aise. Oui. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que ça en prend plus, moi, je trouve. J'ai vu Goodnight Mommy dernièrement, là, Oui. Puis, très bon film, d'ailleurs. Je m'inscris en faux, j'ai tellement haï Goodnight Mommy. Merci. Ah ouais? Je ne passerai pas sur un débat, mais peut-être pour un prochain épisode. Sinon, il y a l'excellent de The Children de 2008. Ouais. Qui est J'ai très pas bon. vu celle-là. Écoute, prends des notes. OK. The Children 2008. Écoute ça. Bon, mais hey, très cool. Plein de bonnes suggestions. On se peut plus. Vous avez pas de raison de ne pas consommer de l'horreur ce mois-ci. Non, puis là, attendez, on est juste au mois de septembre. Là. Ouais, octobre s'en vient. Octobre s'en vient. Pas drôle. Pas mal vite. Super. Hey, merci, Eric. On n'en parle pas assez souvent, mais allez suivre Eric sur Letterboxd. Oui, Chloé, t'es dessus en plus. Hein? Oui, c'est ça que c'est là-dessus que je suis là en ce moment. Je te trouvais pas. Okay, ben, en tout cas, tu me le donneras hors Bref, onde. on s'appelle. À moins que tu veuilles. Ouais, c'est ça. C'est large. Moi, je te veux. OK, parfait. Oui. Je vous veux toutes. Là. Super. Hey, ben merci. Je quitte pour de vrai. Bonne entrevue avec Patrick Sénécal. Merci. Bref, j'ai bien hâte d'entendre ça. À bientôt. Je vous embrasse. Bye. On t'embrasse. Salut. Bye. Bye. Donc oui, bienvenue à ce deuxième segment de l'épisode consacré à la sortie du nouveau roman de Patrick Sénécal. Sans surprise, vu que vous avez vu le titre de l'épisode et la miniature, on reçoit l'auteur en question lui-même, Patrick Sénécal. Salut Patrick, comment ça va? Salut, ça va bien, vous autres? Ouais, super. Oui. Super. Mais dans le fond, c'est ça, là, on est vraiment content que tu reviennes nous jaser pour la sortie de ton nouveau roman, là, Résonance, qu'on a eu la chance de lire, Chloé et moi, déjà. Avant de commencer, je veux juste te dire que moi, j'ai trouvé ça vraiment bon. Personnellement, c'est probablement mon préféré de ce que j'ai pas. Je dois avouer que je n'ai pas lu tous tes livres encore, mais dans la gang que j'ai lue, j'ai vraiment aimé ça. Moi, ça me parle beaucoup le côté. Soyez sincère, hein? Je suis capable d'en prendre. Là. Je suis pas. Non, mais je dis pas ça. Je dis pas ça pour être têteux ou whatever. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça pour vraiment beaucoup. Là, le côté plus justement méta, puis le côté un peu plus absurde un peu de ce qui se passe, puis le questionnement. Moi, c'est des choses qui viennent vraiment me chercher. Donc, ça m'a vraiment plu. Je suis content parce que je suis un peu nerveux de la sortie de ce roman-là, parce que c'est ça, je vois un peu. Ça demeure un roman, un trailer avec des éléments d'horreur et tout ça. Mais je sais qu'il y a un aspect méta. Je sais qu'il y en a qui vont finir en disant What the fuck? C'est ça, là. J'ai fait lire une couple d'amis qui ont dit Moi, j'ai pas tout compris. Puis je m'attendais à ça, mais ça va-tu passer quand même? Fait qu'il y a une partie de moi qui est nerveux, là. Fait que c'est quand même le fun de retomber dans cette espèce d'inconfort, là, je dirais. T'sais. Ouais. Moi, pour rentrer dans le vif du sujet, en fait, c'est un truc que j'aime en fait de ce roman-là, c'est que il y a beaucoup de questionnements. Sur ça, à la fin, t'es comme pas sûr. Il y a des bouts que tu te questionnes vraiment, mais je pense qu'à aucun moment tu prends ton public non plus pour des caves. Là. Puis moi, c'est ce que j'aime vraiment. Là, c'est tu te mets d'aller dans une direction un peu moins rationnelle, là, mais tu donnes des clés quand même pour qu'on comprenne le sens du roman, mais sans jamais donner la réponse du cul dans le bec. Puis ça c'est vraiment appréciable. Ça, je suis content de te dire ça parce que effectivement, moi, je pense que toutes les clés sont là pour le comprendre. Tu les vois peut-être pas toutes du premier coup, mais tu sais, c'est le genre de roman que si tu relis, en sachant c'est quoi la fin et tout ça, je pense que tu vois tout. Là. Tout est là. Ah oui, OK, c'est pour ça qu'il arrivait à la fin. OK, c'est pour ça que tout est là. Fait que je pense que tout est là, effectivement. Mais c'est pas évident. Là. Je donne pas tout cru dans la bouche, contrairement à ce que je fais d'habitude, que tout est très clair, tout est très expliqué. Là, c'est sûr qu'il y a des zones grises un peu de. Je vais faire un peu une logique du cauchemar. Là. Tu sais, les cauchemars, tu sais que ça a un sens, mais tu comprends pas tout. C'est juste angoissant puis malaisant. Là. Je voulais beaucoup créer cette ambiance-là. Ouais.
Ben, ça fonctionne vraiment. Ben, il y a un côté. Ben, je pense que c'est pas pour rien que tu cites Lynch aussi en début du roman. Là. Il y a ce côté-là qui est quand même très présent, là, le côté justement à aller poser des questions, avoir quand même un sens caché, puis aller dans la réflexion. Là, Ouais. côté Puis de il y a côté même des méta. références un peu à John Carpenter avec The Mouth of Madness, puis bon, ça je ne vais pas trop en dire, là, mais oui, en fait, je ne me suis même pas rendu compte sur le coup qu'il y avait des liens avec ça. C'est en l'écrivant, j'ai fait ah ben coudonc. Puis un de mes chums qui l'a lu, François Lévesque, qui est un journaliste du Devoir, fan d'horreur, et lui-même auteur chez Alire. Puis c'est lui qui m'a fait remarquer à la fin du crime, il y a des références à Carpenter là-dedans, à tel niveau. Je fais Colin, t'as raison. Puis ça ne m'étonne pas parce que c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Puis je pense qu'inconsciemment, je pense que c'est ça l'influence d'un auteur, c'est que des fois, tu es influencé par du monde, tu t'en rends pas compte nécessairement. Tu sais, ça te joue dans la tête, puis ça ressort d'une manière que parfois, toi-même, tu t'en rends pas toujours compte. Tu sais. Ben vraiment. Et en tout cas, je pense que la parenté avec ce style là, on parle de cinéma, mais je pense qu'il y a quelque chose de très cinématographique dans le roman de base aussi. Là. Je pense que la manière comment c'est décrit, la manière que justement que tu as de prendre du recul sur des situations, le côté justement plus mise en abîme à certains moments. Genre, il y a un caractère un peu très cinématographique aussi là-dedans. Fait que je trouve que ça fait bien de sens ce que tu dis. Les ellipses aussi, tous les moments qui ne sont pas vraiment importants, donc ils ne se rendent pas compte, finalement. C'est ça. C'est carrément moi qui dis bon, ça, il s'est passé ça, on passe ça. Ouais, c'est ça. Exact. Mais bon, ben, là, on a beaucoup parlé un peu du côté plus. Le côté un peu plus what the fuck du roman, mais on va peut-être un peu plus rentrer en profondeur dans le choix d'écriture, en fait. Là, oui, ça. Oui? On t'a perdu. On t'a perdu, Raphaël. C'est bon. Dernière seconde. Oui. C'est bon, je vais pouvoir faire ça au montage. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, je vais reprendre ma phrase depuis le début. Donc, là, on a beaucoup parlé justement du côté plus what the fuck un peu de l'œuvre, mais là, on va peut-être un peu essayer de rentrer un peu en profondeur pour parler aux gens, leur donner envie de lire au-delà de juste l'expérience de pensée. Fait que, ben, Résonance, premièrement, juste pour faire un petit résumé, là, justement, c'est l'histoire d'un écrivain qui fait un IRM, là, un test d'imagerie de résonance magnétique, là, et qu'il a comme à ce moment-là, il vit une espèce de moment un peu terrorisant où c'est qu'il se sent claustrophobe, il sent qu'il y a comme une espèce de créature qui rampe sur lui, puis ça le fait capoter. Puis en sortant de l'IRM, il se rend compte que sa vie est vraiment comme. Il se rend compte qu'il y a des pertes de mémoire, que les gens autour de lui ne réagissent pas de la même manière à laquelle il est habitué. Il commence à être témoin de plein d'événements étranges, violents. Puis je pense que je n'irai pas trop plus loin pour ne pas dévoiler tout ce qui se passe. Mais le premier point que j'aimerais qu'on aborde, c'est justement le côté quelque chose de très personnel, je pense, dans ce roman-là pour toi, là, le fait que tu as mis en scène justement un écrivain dans la cinquantaine, blanc, hétérosexuel, et puis qui écrit des polars, des thrillers, là, pas des polars, mais en tout cas, peu importe. Là, puis, fait que je me demandais d'où c'est venu ce choix-là ben, j'imagine que ça par rapport au thème, mais qu'est-ce qui t'a fait qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un roman un peu dans ce style-là avec un personnage très proche de peut-être de toi? Au départ, il n'était pas supposé d'être si proche. Il y a eu beaucoup dans la réflexion de ce roman-là, il y a eu beaucoup d'étapes. J'ai fait ah tiens, m'aller là, qui n'était pas prévu au départ. Le point de départ, c'est que j'ai moi-même passé une IRM. Okay. Je suis allé passer une IRM moi-même il y a une couple d'années. Puis j'avais pas d'idée de roman à ce moment-là. Je venais de finir Flo, puis je me dis bon, qu'est-ce que je pourrais bien écrire? Je sais jamais ça va être quoi mon prochain roman tant que j'ai pas fini. Comme là, en ce moment, là, mon prochain roman, j'ai aucune idée ça va être quoi. Il y a Résonance qui va sortir. Donc, en ce moment, j'ai aucune idée ça va être quoi mon prochain, mais vraiment aucune. Puis là, j'étais dans cet état-là un peu quand j'ai passé mon IRM. Puis pendant que j'étais dans l'IRM, j'ai constaté là, comment c'est spécial comme expérience. J'ai pas eu peur. Moi, je suis pas claustrophobe du tout. Mais le bruit que ça fait, puis l'espace clos, puis je dis, tabarnouche, c'est quand même assez flyé comme ambiance. Il y a des gens qui doivent battre triper là-dedans, tu sais. Puis pendant que j'étais dans l'IRM, le point de départ, c'est un gars qui passe l'IRM, puis qui passe, lui, ça devient comme si quelque chose d'assez terrifiant, puis c'est pas du tout une bonne expérience. Puis là, ça l'a tellement fucké qu'il faudrait que quand il sorte de là, il n'y a plus rien de pareil.
C'est juste ça. Mm-hmm. Le point de départ, ça a été ça. Puis avec ce point de départ-là en tête, là, je dis, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le monde n'est plus pareil? Puis peu à peu, je sais pas pourquoi, j'avais en même temps dans la tête l'idée d'aller un peu ailleurs, de faire, tu sais, bon, j'ai 54 ans, ça fait 26 ans que je publie des trailers de l'horreur, du fantastique, bon, des trucs comme ça. Puis j'aime ça faire ça, mais je me disais, tu sais, on a toujours peur après ce nombre d'années-là quand on écrit dans un genre. La peur, c'est toujours de se répéter, c'est toujours de ressasser la même affaire. Puis je me disais, comment je pourrais aller ailleurs un peu? Comment je pourrais faire d'autres personnages? Puis tout ce questionnement-là que j'avais, peu à peu, j'ai trouvé un moyen de l'intégrer dans l'histoire carrément, tu sais, de parler de l'écriture elle-même, puis le processus d'inspiration, comment ça marche, parce que c'est un peu de ça que parle le roman finalement. Ouais. C'est difficile d'en parler parce qu'on veut pas trop en dire, là. Non. Mais fait que j'avais une histoire, un point de départ d'une histoire d'horreur, entre guillemets, plus l'idée que j'avais le goût de parler de l'écriture aussi, l'écriture elle-même, les personnages. Fait que là, c'est là que je me suis dit, ben, ton personnage peut être un écrivain carrément, puis comment l'IRM est venu jouer là-dedans, vu que toi-même, tu as pensé à une idée de roman dans un IRM, ce serait le fun que ton personnage aussi, l'IRM a eu un impact sur sa création. C'était très compliqué à mettre sur pied parce que justement, il y avait beaucoup de niveaux. Il y avait le niveau trailer, il y avait le niveau, après ça, écriture, il y avait le niveau personnage versus auteur. Il y avait, je trouve qu'il y avait... Puis normalement, tu fais soit un roman de genre, soit un roman littéraire sur une réflexion intellectuelle sur l'écriture. Puis là, je trouvais le défi intéressant de mêler les deux, tu sais, de faire autant un roman de genre qu'un roman plus méta-littéraire, qui souvent ne sont pas des romans qui... Je suis pas le premier là, qui parle de c'est quoi l'écriture à travers un roman, puis c'est quoi la relation auteur-personnage, ça s'est fait souvent, mais dans des contextes de thriller, dans des contextes d'horreur, pas tant. Fait que je trouve ça intéressant d'essayer de mixer ces deux-là, puis c'est là, petit à petit, que je me suis rendu compte, ben, Carpenter, il a fait un peu ça aussi dans The Mouth of Madness, tout en faisant un film très divertissant, tout ça. Fait que je voulais pas oublier le côté faire un bon trailer aussi, là. Puis, en fait, c'est pas tout à fait vrai ce que je t'ai dit, ce que je vous dis, parce que au départ, ça devait être moins un trailer que ça. Puis plus je faisais le plan, puis plus que j'écrivais après ça, le premier jet, plus le naturel revenait au galop, tu sais. C'est construit comme un trailer. Puis je me rends compte que, asti, on est ce qu'on est pareil, tu sais. On peut pas échapper à notre façon d'écrire. Fait que c'est devenu plus un trailer que ça l'était au départ. C'est devenu plus... Les mécaniques du trailer se sont imposées plus que ce que j'avais prévu moi-même au départ. Donc, oui, je me suis éloigné de ce que je fais d'habitude, mais pas tant en même temps. Puis ça, c'est intéressant parce que ça prouve... Tu sais, les gens souvent qui disent, certains snobs, mettons, peuvent reprocher vous savez de quoi je parle, vous êtes dans l'horreur, vous connaissez ça, puis vous devez entendre des affaires de même souvent vous autres aussi, que des gens qui disent, ouais, ben bon, l'horreur, le trailer, c'est quand même des mécaniques, on écrit ça parce qu'on sait que ça va du succès, on applique une recette, c'est pas vrai parce que j'ai voulu m'éloigner de ça, puis c'est revenu malgré moi. Donc, je l'ai pas fait parce qu'il faut que ça soit ça. Je l'ai fait parce que c'est dans ma nature, parce que c'est dans ma nature même d'être écrivain. Fait que ça a confirmé que tu fais ça parce que t'es de même, parce que c'est ça qui t'intéresse, parce que donc j'écris pas depuis 26 ans un genre parce que je sais que ce genre-là va bien pour moi, puis que j'ai du succès. Je le fais parce que si j'y échappe pas. Puis je me rends compte que tous les autres projets que j'ai faits en parallèle, des nouvelles que j'ai faites dans d'autres collectifs ou des trucs que j'ai écrits pour la télé ou cet aspect-là est toujours là. Peu importe ce que je vais écrire, c'est toujours construit comme un thriller, c'est toujours construit comme un... Il y a quelque chose en moi de naturel pour ça. Fait que j'ai dit, sers-toi, au lieu de le fuir puis de vouloir absolument dire, je ferai pas ça, sers-toi-en pour parler de ce que tu veux parler aussi, tu sais, qui est pas habituel dans le trailer. Fait que je trouve que ça fait un ovni, là. Ça fait un roman assez ovni. Puis moi, je sais pas comment ça va être reçu. J'ai aucune idée comment ça va être reçu, mais je suis personnellement très, très content d'avoir fait ça parce que je me suis prouvé que je suis capable d'aller dans d'autres choses plus personnelles, tout en constatant que ça fait partie de moi, ce genre-là. Ça fait partie de ce que je suis. Je peux pas renier ça. Fait que c'était une belle prise de conscience, une belle thérapie, entre guillemets, je dirais.
l'écriture de ça. Puis là, ça ne veut pas dire que mes prochains romans vont être comme ça aussi. J'ai aucune idée. Je vais peut-être revenir à quelque chose de beaucoup plus classique, le prochain roman. Je ne veux pas me donner une ligne de conduite dans ce que je fais. Je veux écrire ce que j'ai le goût d'écrire à ce moment-là. Puis à ce moment-là, ben c'est ça que j'avais le goût. Je veux me laisser cette liberté-là, finalement. Ben, moi, je trouve ça intéressant, justement, aussi, par rapport à où tu es rendu dans ta carrière, que genre, en ce moment, dans le milieu littéraire, on est beaucoup dans la mode de l'autofiction. Là. C'est comme ça qui ressort beaucoup. Puis je trouve ça intéressant que tu donnes une twist à ça, justement, dans ce roman-là, un peu, parce que oui, les gens vont l'interpréter un peu comme ça, mais il y a comme toute la twist aussi du surnaturel, puis comme tout le questionnement plus profond qui vient avec ça. Il y a une part d'autofiction, effectivement, petite, mais pour moi, une bonne autofiction, c'est quand tu te sers de ce qui t'arrive, mais pour en faire un vrai roman, pour en faire quelque chose qui dépasse l'anecdote de ce que tu vis. Mais L'As de fantaisie, en ce moment, qui est écrit par Francis Ouellet, qui est un roman extraordinaire. Ouais. C'est un peu ça. Oui, c'est sa vie à lui. C'est pas de l'horreur du tout, cela dit, là, mais sa vie à lui, il part de choses qu'il a vécues quand il était jeune et tout ça. Mais il en a fait des personnages plus grands que nature. Il en a fait il y a un style unique. Il y a quelque chose de rabelaisien là-dedans. Donc, c'est pas juste mon enfance. Mes parents étaient fuckés, ma mère était fuckée. Ouais. Oui, tout le monde est fucké là-dedans, et lui aussi d'ailleurs. Mais il en a fait des vrais personnages. Fait on s'en fout que ce soit exactement comme ça ou pas. Il a fait quelque chose, il a fait de la vraie littérature avec ça. Alors qu'il y a une certaine fiction qui c'est juste du grattage de bébites, de bobos, puis que tu lis ça, puis tu fais « Oh, mais on a tous vécu ça, là, on a tous eu des peines d'amour. » là. Oh, ouais. Bon, quelqu'un qui écrit une autofiction pour dire à quel point sa peine d'amour l'a jeté à terre, fais quelque chose d'autre avec ça, parce que on va tout en faire, l'autofiction, là, à ce niveau-là. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça dépasse, ça. Tout peut être bon. Tout ce que tu as vécu dans la vie peut être bon, mais fais-en quelque chose d'artistique, fais-en quelque chose de plus créatif que l'anecdote. Fait que c'est ça. Moi, je ne vais pas écrire juste des... Oui, ça parle de moi, en guillemets, mais à travers une vraie histoire. Puis ce que je fais en ce moment sur la plateforme Pavillon, là, que tu peux t'abonner. Bon, là, je fais une autofiction aussi, mais c'est clairement pas vrai. Je me sers de moi, je nomme mon nom, les personnages, c'est mes amis, je parle de mes romans, mais tout ça pour rire de moi-même, ça c'est beaucoup plus humoristique, pour rire de... Mais si quelqu'un prend ça au premier degré, ça se peut pas, là, c'est pas possible. Je parle des influences que j'ai eues pour 51-50, il n'y a rien de vrai là-dedans, là. Mais je me sers de moi pareil, je me sers quand même de choses. Fait que là, ça, je trouve ça plus intéressant que juste voici en 300 pages ma peine d'amour. Et moi, ça m'intéresse, moi. T'sais. Mais je pense que tu peux amener de choses personnelles dans un roman si tu en fais quelque chose de réellement romanesque avec ça. Ouais, ben, je suis vraiment d'accord. Puis je suis content que tu ailles dans cette direction-là, parce que je suis un peu dans la même réflexion par rapport à ça. Puis, dans le fond, tu sais, là, tu as parlé un peu de ton processus d'écriture. Puis, je t'avais entendu dans l'entrevue quand tu faisais la promotion de Flo dire que ce roman-là, Résonance, c'était une des premières fois que tu abordais l'écriture de roman sans avoir une fin totalement définie. Puis je me demandais à quel moment ça s'est placé, parce qu'à la fin, moi, je la trouve vraiment parfaite. Là. C'est comme la fin qui se prenait pour ce roman-là à mes yeux. J'avais une vague idée de la fin, mais puis là, j'essayais d'en trouver une précise. D'habitude, je commence jamais un premier geste sans savoir exactement comment ça va finir. Puis là, j'y arrivais pas. Puis je me suis dit, à un moment donné, je me suis dit, c'est normal que tu n'y arrives pas, parce que ce roman-là raconte justement l'histoire d'un écrivain qui sait pas que... Je trouve que de ne pas savoir la fin, ça faisait partie de l'histoire que... Encore là, je ne vais pas tout dire dans le roman, mais l'écriture du roman m'a révélé la fin, finalement, comme ça arrive au deuxième personnage du roman jusqu'à un certain point, qui lui-même se demande « je ne sais pas comment ça va finir, cette affaire-là ». Le risque de ça, c'est de faire une fin poète-poète. Si ça avait été le cas, je l'aurais retravaillé, puis je l'ai retravaillé 5-6 fois, ce roman-là, mais oui, je pense que pour ce type de roman-là, à un moment donné, j'ai comme abandonné l'idée de faire une fin méga précise avant de le commencer, parce que justement, c'est un roman qui amenait pas à ça. Fait que oui, j'ai essayé d'en trouver une dans mon plan. J'en ai trouvé 2-3, puis à un moment donné, je disais non, il marche pas ces fins-là. Puis à un moment donné, j'ai fait ah ouais, écris-le, là. Puis j'avais une vague idée, là. J'ai pas été complètement surpris par la fin, là. Mais c'était pas si précis que mes autres romans, normalement, tous mes autres romans, je sais exactement comment ça va finir. Celui-là, ça n'a pas été le cas jusqu'à, je te dirais, à peu près aux 2/3 du roman, 3/4 du roman, j'ai fait OK, c'est là que je m'en vais. Ça va finir exactement comme ça.
Puis même là, à la fin, il y a eu un petit changement encore, mais je dirais qu'aux 3/4, oui, là, j'avais une fin précise. Et c'était très angoissant pour moi, angoissant. Faire attention aux mots, là. Mais ça a été très stressant pour moi d'écrire un roman sans avoir une fin précise. C'est complètement... Je fonctionne pas comme ça. Alors qu'il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent sans savoir quand ça va finir. Grand bien leur face, tant mieux pour eux autres. Mais moi, c'est complètement inhabituel de ma part. Ouais. Ben, c'est pour rester dans la question de justement de l'écriture, tu sais, on en parlait justement du thème du rapport de l'auteur avec les personnages. Puis, c'est un thème fort, mais on retrouve aussi quelques-uns de tes thèmes un peu plus, des prédilections. Ton public ne sera pas totalement non plus mis de côté. Il y a notamment la question des pulsions. Là, puis, je pense que Chloé, tu avais peut-être une couple de remarques là-dessus. Oui, ben en fait, là, j'avais déjà préparé des questions, mais là, j'en ai d'autres au fur et à mesure que tu parles. Fait que si tu veux, je vais me lancer. Puis j'ai remarqué qu'ils sont tous par rapport au thème. Fait qu'on pourra embarquer là-dedans si vous êtes prêts. Oui, moi, j'ai noté plusieurs similitudes avec Alice, qui est un roman que j'ai lu plusieurs fois personnellement. Entre autres, c'est ça, les pulsions, tu sais, se laisser aller à nos pulsions primitives. Tu sais, j'ai trouvé que le personnage principal, comme un peu Alice, qui se retrouve de l'autre côté du miroir, là, on va dire, avec tout le monde qui fait juste, tu sais, s'accepter comme ils sont, peu importe leur comment je pourrais dire ça, leur kink, j'ai juste ce mot-là dans la tête, mais tu sais, leur donnez-moi une voyelle, quelqu'un. Instinct. Oui, c'est ça. Leur instinct, oui, c'est ça. Leur instinct, oui, c'est ça. Peu importe que ce soit bien ou mal ou moral ou pas moral, ils vont le faire quand même parce que c'est ça c'est comme ça qu'ils sont. Mais là, dans Résonance, c'est la même chose, la même chose, pas tout à fait, mais c'est similaire dans le sens où ce que tu sais, c'est ça, c'est les pulsions primitives les gens, ils pourront pas leur résister, ils vont juste y aller. Je n'avais jamais fait le lien avec Alice, mais c'est pas fou du tout. Les gens, les lecteurs, les analystes, les fans sont toujours meilleurs que l'auteur pour faire des liens. C'est le fun parce que je t'écoute et je fais oui, c'est vrai, elle a raison, ça va. Puis ça prouve qu'on ressort les mêmes thèmes tout le temps. Ça prouve qu'un auteur creuse un sillon dans quelque chose qui le fascine. J'avais vu les pulsions, que c'était un thème qui revient souvent, effectivement. Puis, aussitôt que j'y ai pensé à ce thème-là, j'ai fait encore parler des pulsions. Puis j'ai fait ouais, mais parlons différemment, tu sais. Mais je n'avais pas fait le lien avec Alice parce qu'effectivement, le personnage Théodore se retrouve dans un monde chaotique parce que c'est un monde mené par des pulsions. Puis évidemment, si tout le monde écoute leurs pulsions, ça devient chaotique, là. Tu peux pas vivre dans un monde comme ça. On est obligé de brider nos pulsions, tu sais, mais jusqu'à quel point? Puis lui, effectivement, il est détaché de ça, puis il comprend pas ça. Tu sais. Fait que oui, le lien avec Alice est intéressant. Puis c'est ça, c'est quelque chose effectivement. Puis d'enfin aussi, encore une fois, c'est un cirque qui dit aux gens, écoutez vos pulsions. Puis fait que oui, c'est un thème c'est un thème qui revient souvent, effectivement. Fait que ça prouve qu'on a beau on a beau vouloir aller ailleurs, on dirait qu'on... En même temps, c'est un roman que j'aurais pas pu écrire il y a 10-15 ans parce que c'est un roman écrit par un écrivain qui a une réflexion sur ce qu'il écrit, puis sur ses personnages, puis sur ce qu'il a fait. Ceux qui ont lu tous mes romans, ou même quelques-uns, il y a des choses qu'ils vont comprendre que les autres ne comprendront pas. Là, encore là, on n'en dira pas trop, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose là-dedans qui est très niché là, pour les fans. Mais en même temps, je ne vais pas faire un roman juste compris par ceux qui m'ont déjà lu. Mais oui, on voit que c'est un roman qui appartient à une ligne de roman écrit par un gars qui fait 26 ans qui écrit, puis qui regarde en arrière, qui s'interroge un peu là-dessus sur ce qu'il a fait, puis où est-ce qu'il en est rendu là-dedans. Puis qui se rend compte qu'il y a des thèmes qui reviennent, effectivement, dont la pulsion, aller au bout de soi, la violence inhérente en nous. Puis là, je voulais amener aussi des nouveaux thèmes par rapport les vieux, les jeunes, le mouvement woke, par rapport aux vieux qui résistent là-dessus, et les extrêmes qu'on peut voir dans les deux cas, donc encore les pulsions là-dedans. Fait que oui, on dirait que même quand j'amène des thèmes plus récents, plus actuels, cette idée-là revient tout le temps. Puis
de toute façon, on a juste à aller sur Facebook et les médias sociaux, puis s'il y a un endroit que le monde ne dresse pas leur pulsion et leur instinct, puis ils disent tout ce qu'ils pensent en nuance, c'est bien là, tu sais. Il y a quelque chose d'inquiétant là-dedans aussi, là, fait que ça, j'ai vu intégrer ça aussi dans le roman. Ben, d'ailleurs, tu viens juste de mentionner l'extrémisme puis le mouvement woke, puis c'était ma prochaine question. Je sais, c'est assez, je dirais pas risqué, mais peut-être un peu d'aborder cette question-là, mais je trouve qu'elle a été super bien abordée dans le roman parce que justement, on voit les conséquences des deux côtés, dans le fond, tant de l'extrême droite que de l'extrême gauche. Puis, on voit aussi l'absurdité de chaque côté, parce que c'est pas... ça mène un peu nulle part, là, c'est tellement extrême qu'il n'y a personne qui s'écoute, tout le monde crie finalement. Oui. Je voulais montrer les dérives des deux côtés. Ça aurait été facile pour un blanc hétérosexuel quinquagénaire de faire un roman qui rit juste des woke, qui dit les woke sont... Parce que, c'est pas vrai. Le mouvement en soi, le mouvement woke, c'est un mouvement essentiel. Moi, j'applaudis à tout ça. Mais il y a des dérives là-dedans. Il y a des dérives dans le mouvement woke. Mais il y a aussi, comme dans tout mouvement d'ailleurs, comme dans tout... mais il y a aussi beaucoup de dérives chez les vieux comme moi qui se ferment à ça, puis qui disent si les jeunes, ils n'ont rien compris, puis ils ne vont pas nous dire quoi faire, puis bon. Puis moi, je ne veux pas devenir un vieux con qui pense que tous les jeunes ont tort, puis qu'ils n'ont rien compris, puis hey, à l'âge que j'ai, vous ne m'apprendrez pas c'est quoi la vie. Moi, c'est pas vrai. Je ne veux pas devenir le vieux que quand j'étais jeune, je regardais ces vieux-là et disais je ne veux pas devenir comme ça, parce que de toute époque, les vieux ont toujours une tendance à critiquer les jeunes. C'est pas nouveau ce qui se passe là. Moi, quand j'avais 20 ans puis je regardais les vieux de 50 ans, j'y trouvais ringards et déconnectés des réalités. Sauf les vieux qui s'ouvraient à ça. Alors moi, je veux être ce vieux-là qui s'ouvre à ça, mais c'est pas parce que tu t'ouvres à un mouvement que tu acceptes tout de ce mouvement-là, parce qu'il y a des choses exagérées dans ce mouvement-là, comme il y a beaucoup de comportements exagérés chez les vieux qui veulent rien savoir de ça. Fait que moi, je vais montrer les dérives dans les deux cas. Puis comme tu dis, Chloé, ces dérives-là amènent que personne ne s'écoute, que tout le monde s'engueule, que tout le monde traite l'autre de ci, et ça, ben, c'est un cul-de-sac, là. Et je pense que ce cul-de-sac-là vient... Ça aurait été trop... Je ne vais pas faire non plus un roman qui montre que les vieux, c'est tous des vieux cons, parce que j'ai l'air du vieux qui veut être fin avec les jeunes. Je ne vais pas non plus montrer un roman que les jeunes sont tous naïfs, déconnectés de la réalité, puis trop extrémistes, parce que là, j'ai l'air du vieux colon qui ne veut pas s'ouvrir. Puis en plus, c'est pas vrai. Alors, je vais montrer des dérives. Moi, c'est les dérives, les exagérations, le manque de nuances. Où est-ce que ça peut mener? Je fais que dans ce roman-là, j'avais l'occasion là, de le montrer. Fait que moi, c'est un woke, arrêtez de dire un woke, un jeune woke, mettons. Parce que j'ose espérer qu'il y a des vieux woke aussi, là, tu sais. Si un jeune vient me voir et dit Crime, tu tapes ces jeunes dans ta bandouche là-dedans. Mais c'est Crime, as-tu vu comment je tape ces vieux aussi? Je veux dire, dans les deux cas, c'est pas beau là, ce qui se passe là, chez les vieux, chez certains vieux non plus. Là. Je pense que j'étais assez équilibré là-dedans. Tu sais, je pense. Puis j'ai pas fait ça par prudence, j'ai fait ça par conviction. Je pense qu'effectivement, en ce moment, il y a des dérives dans les deux bars, puis dans les deux bars, il y a du monde qui ne s'écoute pas. Il y a des jeunes qui ne nous écoutent pas parce qu'ils sont convaincus que parce qu'on est vieux, on a tort sur tout, ce qui est absurde. Puis il y a des vieux qui n'écoutent pas les jeunes parce qu'ils pensent la même affaire, parce qu'ils sont jeunes et ils n'ont rien compris, ce qui est aussi absurde. Fait que oui, c'est important pour moi de montrer cette exagération-là dans les deux cas. Ouais. Puis Pardon, vas-y. Ah ben j'ai juste le point que tu abordes justement sur le côté aussi que ça date pas d'hier, que c'est un conflit un peu générationnel qui existe depuis longtemps. Je pense que ça travaille aussi dans le thème du roman, là, qui est comme l'espèce de côté de que ça peut que c'est l'espèce de côté-là, il est comme un peu cyclique, qui est comme une espèce de retour, on est comme un peu prisonnier de ça, là, puis que il y a une révolte qu'on peut tenter d'avoir, mais que c'est tout le temps. On est tout le temps pris dans ce clip, puis je trouve que je pense que c'était le bon thème à aborder justement parce qu'on est dans l'époque dans laquelle on vit. Mais la différence comparée à avant, il y a une nouvelle donne qui est très importante, c'est les médias sociaux. Et les médias sociaux viennent exacerber tout ça. Là. C'est ça que je veux montrer dans le roman aussi, c'est que, je veux dire, là, ils peuvent se parler entre convaincus. Dans les deux, quand je dis ils peuvent, je parle des deux bords. Là. Les jeunes peuvent se faire des mouvements entre eux autres qui se craignent en tabarnouche. Autant les vieux se font des groupes aussi qui se craignent de leur bord. Puis
Ne nous faisons pas d'accroire. Les médias sociaux, on pense que grâce à Facebook ou à TikTok ou whatever, n'importe lequel, là, on s'ouvre sur l'opinion de tout le monde, mais c'est pas vrai. Je veux dire, on se parle entre nous autres, là, ça demeure des chambres fermées où on se convainc entre convaincus. Et c'est pas ça non plus, c'est pas nécessairement une bonne nouvelle parce que nos amis Facebook ne représentent pas nécessairement la société parce que la société est beaucoup plus complexe que ça. Fait que ça aussi, je voulais dire. Fait que quand j'entends un jeune dire, regarde là, sur Facebook, là, tout le monde qui a de l'allure pense de même. Sinon, mais non, il existe plein d'autres mondes sur Facebook qui pensent le contraire, là, puis ils peuvent faire peur en maudit, ce monde-là, là, aussi, là. Ils se parlent entre eux autres aussi, là. Ils se craignent entre eux autres pendant que vous craquez entre vous autres. Fait que deux groupes qui se craignent sans s'écouter, ça peut pas être réjouissant tout le temps, là. Oui, effectivement. Un autre thème que tu as parlé tantôt que j'ai noté, c'est que tu as parlé du snobisme en littérature, par rapport à l'horreur et tout ça. Puis je trouve que justement, ton personnage principal, il est... tu sais, il représente une élite littéraire qui s'en va dans des lancements où il y a des élites littéraires. Tu sais, j'ai reconnu peut-être certains lancements, certains auteurs que, tu sais, j'aurais vu quelque chose de semblable avec l'autrice qui se part dans une lecture interminable, puis les autres qui parlent dans son dos parce qu'ils disent « Voyons donc, on ne va pas faire ça », tu sais, puis qui vont dire tout ce qu'ils pensent à ce moment-là, tu sais. Fait que je ne sais pas si tu pouvais parler un petit peu de ça, du snobisme. Je parle du milieu littéraire parce que c'est le milieu que je connais, mais c'est pas propre au milieu littéraire, cette espèce de snobisme-là ou d'hypocrisie-là. Moi, je pense que je connais aussi un peu le milieu du cinéma, puis j'aurais pu dire la même affaire. Je suis dans le milieu des avocats, c'est la même affaire. Je suis dans le milieu, je veux dire, il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans, de monde qui, quand ils se voient, c'est les meilleurs amis du monde, mais aussi tu te retrouves à 2-3 dans un bar à prendre un verre, ils vont dire des fois, ça va se piquer dans le dos. Mais en société, ils font attention. Mais là j'imagine justement qu'il n'y a plus personne qui fait attention. Tout le monde dit ce qu'il pense. Et là, c'est épouvantable parce qu'il se dit des choses horribles. Donc, oui, ça prend un minimum de vernis social. Je suis pas en train de dire que ça serait dans le fun, tout le monde disait ce qu'il pense, parce que ça serait le chaos en maudit. Mais en même temps, je dénonce aussi une forme d'hypocrisie. Le milieu littéraire, c'est quand même... Je suis quand même chanceux parce que même si j'écris de l'horreur ou du thriller ou du genre, disons ça de même, du genre, oui, c'est un style qui est encore un peu snobé, mais beaucoup moins que 20-25 ans. Beaucoup moins. Je veux dire, beaucoup de maisons d'édition maintenant ont leur catégorie thriller. Même Alto, qui est un éditeur très littéraire, publie des romans d'horreur des fois. Antoine Tanguay, qui est l'éditeur de... Puis lui, justement, il est pas snob pour Saint-Saëns, c'est pour ça que je l'aime tant. Qui est l'éditeur de chez Alto. C'est un fan d'horreur, là, mais c'est un fan aussi de littérature blanche, disons, ça de même, là. Blanche dans le sens de mainstream. Mais il aime l'horreur quand même, puis il n'a pas peur de le dire, mais il existe encore des... Tu sais, moi, quand je connais beaucoup de monde dans le littéraire, je me sens pas particulièrement snobé. Tu sais, le monde... en tout cas, si le monde m'aime bien, c'est pas vrai, ben ils sont hypocrites, mais en général, j'ai l'impression que... Mais je sais que c'est quand même un genre qui passe encore pour un genre de consommation rapide, qui est un genre que... Puis qu'il y a... On va considérer quand même toujours que c'est un peu moins littéraire, que, tu sais, si on a des discussions littéraires à des événements, s'il y a des événements littéraires qui sont faits à la maison des écrivains ou des tables rondes dans les salons du livre ou des soirées littéraires au Lion d'Or, peu importe, puis qu'on aborde des thèmes littéraires, on m'invitera pas beaucoup dans ces affaires-là, là. Tu sais, on va m'inviter pour faire hey, comment on fait un bon suspense, c'est quoi? Mais il y a encore du monde qui pense que s'il faut parler de livres, de profondeur, de littérature, ben là, on va pas demander à des auteurs de genre de venir parler de ça, parce que dans le fond, c'est pas tellement ça qui les intéresse. Ce qui est pas vrai, si c'est bien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'horreur et de genre mal fait. Il y a beaucoup de livres d'horreur ou de thrillers ou de polars qui, effectivement, s'intéressent pas à la littérature et s'intéressent beaucoup à l'effet choc. On a tendance à mettre tous ces livres-là dans le même... Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont jamais lu, mais qui sont convaincus de ce que je fais, par exemple. Il y a beaucoup de monde dans le milieu qui me lisent pas, mais sont convaincus qu'ils savent ce que Patrick Sénécal fait. Ben, commencez par me lire, puis après ça, si vous aimez pas ça, correct, mais commencez par me lire, tu sais. Il y a bien des romans qui sont pas des romans d'horreur. Il y a toujours de l'horreur dans mes romans, mais
est-ce que Le Vide est un roman d'horreur? Est-ce que Résonance est un roman d'horreur? Je suis pas sûr. Même s'il y a toujours de l'horreur dans mes romans. Ça, c'est vrai. Pour moi, l'horreur, c'est un levier intéressant pour créer des histoires et des tensions. Mais c'est sûr que si les gens voient horreur comme c'est juste du gore, c'est juste du sang qui revole, tout ça. Puis moi-même, ça me plaît pas beaucoup. Moi, 90% des films d'horreur que j'écoute, j'aime pas ça. Là. Je suis très, très difficile. Là. Je suis très, très. Puis je sais qu'il y a des fans qui n'aiment pas ça. Ils trouvent, là, t'aimes rien. Mais non, c'est pas que j'aime rien, c'est pas parce que j'aime l'horreur que j'aime tout ce qui est horreur. Puis moi, qu'on tripe encore sur Halloween 44, décourage, là. Sortez de ça. Mais il y a encore des gens dans le milieu littéraire qui pensent que l'horreur, c'est ça. T'sais. Mais c'est moins pire qu'avant. Comme je vous dis, il y a du progrès. Mais oui, il y aura toujours une élite intellectuelle, littéraire, qui veulent se convaincre que la vraie littérature, c'est de faire les plus belles phrases possibles, puis pas trop d'histoire, puis pas trop de mécanique, sinon c'est de la facilité, tout ça. Il y en a encore qui pensent ça. Mais moi, je mets au défi ces auteurs-là de faites-en un bon suspense, faites-en un bon trailer pour le fun. Vous allez voir que c'est compliqué. C'est compliqué d'écrire un bon trailer. Pas un trailer facile qu'on voit tout venir puis que les personnages sont juste des pantins sans émotion. Mais un bon trailer qui tient la route, crème, faites-en un. Beaucoup de ces auteurs-là ne seraient pas capables d'en faire. Comme moi, je ne serais pas capable de faire des romanciers. Je ne serais pas capable, moi, d'écrire du Elise Turcotte. Je ne serais pas capable d'écrire du Francis Ouellet. Je ne serais pas capable d'écrire des auteurs que j'aime qui font pas du thriller du tout, mais qui font admirablement d'autres choses. Mais c'est pas parce que c'est plus littéraire que c'est plus complexe que c'est meilleur. C'est juste autre chose. C'est pour ça que j'ai tant le mot paralittérature, que j'ai tant ce terme-là, qui est comme, c'est pas de la littérature, c'est à côté de la littérature. Moi, je suis capable autant de lire un bon suspense que de lire 2 jours après Tolstoï. Je veux dire, pour moi, il n'y a pas de... Un est pas un repousse pas l'autre. Là. Un annule pas l'autre. Tu n'es pas obligé de lire juste d'un genre. Puis ça, je l'ai compris. Puis, je me rappelle quand Michel Tremblay a fait des... Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Michel Tremblay. Puis dans ma tête, c'était clair que Michel Tremblay ne lisait pas des romans comme les miens, là, trop littéraires, beaucoup trop... Fait que moi-même, j'avais des préjugés, tu vois, par rapport à ces auteurs-là, que je me dis, non, ils lisent pas ça, ils n'ont pas de temps à perdre avec ça. À un moment donné, il s'est mis à faire des critiques de mes romans sur Facebook. Il disait, lisez Alice, c'est extraordinaire. Lisez... il y a 2-3 romans qui me dit... il n'y a pas de ça de tous les romans, c'est correct. Il y en a sûrement qui aiment moins que d'autres, puis il n'est pas obligé, mais il y a 2-3 de mes romans qui ont fait des très bonnes critiques sur Facebook. Là, j'ai découvert que Michel Tremblay, je l'avais rencontré, puis il m'avait dit qu'il avait beaucoup aimé Le Vide. J'étais bien énervé. Mais après ça, il a parlé d'autres. Puis je dis, mais oui, les autres. Si moi, je suis capable de lire du Tolstoï et des romans d'horreur, pourquoi lui, il ne serait pas capable aussi de lire du roman littéraire, puis d'après ça, de se payer un bon trailer? Puis c'est un fan de trailer, Michel Tremblay, là. C'est un fan, gros fan, là. Ben, il y en a même écrit un peu. Les 2 bords, il faut enlever. Comment tu dis ça? Il a même écrit des trucs un peu plus de genre au début de carrière, Michel Tremblay. Oui, c'est ça. Il a commencé en faisant Conte pour buveurs attardés, qui sont des nouvelles fantastiques, là. Il a écrit La Cité dans l'Œuf, qui est de la science-fiction. Puis même dans ses romans mainstream, il y a des éléments fantastiques. Marcel, à un moment donné, qui est un de ses personnages qui revient souvent, qui est quelqu'un qui souffre de maladie mentale, mais sa maladie mentale lui permet de voir des choses que les autres ne voient pas. Il voit entre autres les 3 vieilles sur le bord de la rue, qui sont comme les 3 parcs de la mythologie grecque. Il y a du fantastique là-dedans, un peu là, en filigrane, là, tu sais. Fait que c'est vrai, ça montre que c'est un gars qui aime ce genre-là aussi. Fait que ces préjugés-là, oui, ils existent, mais ils existent des 2 bords aussi. Des fois, je rencontre des chums qui écrivent de l'horreur, tout ça, puis quand ils se mettent à parler des auteurs littéraires, ils ont autant de préjugés, eux autres, des fois que, eux autres, ce qu'ils font, c'est tellement plate. Non, oui, des fois, c'est plate en maudit. Mais des fois, en horreur, c'est plate en maudit aussi, là. Fait que ces préjugés-là existent partout, puis il faut... Fait que moi, cette élite-là, oui, elle existe de moins en moins, mais elle existe encore. Puis l'écorcher de temps en temps, c'est le fun, parce que moi, j'aime toujours écorcher l'élite, j'aime toujours écorcher les snobs. La prétention et le snobisme, je ne comprends pas ça. C'est quelque chose qui m'échappe. Je pense en fait que ça montre une grande insécurité. Quand tu méprises quelque chose ou tu te sens au-dessus de quelque chose, là, j'ai des noms en tête que je nommerai pas, mais il y a des auteurs qui ont l'air très sur d'eux littérairement, tout ça, mais c'est des insécures hallucinants, là. C'est méga insécure. Alors,
Alors, d'être sûr que ce que tu fais, c'est le meilleur, que le genre que tu fais, c'est le meilleur, ben c'est sécurisant. Fait que je pense que beaucoup de snobs, beaucoup de prétentieux sont en fait des grands insécures. Je pense. J'avoue ce que ça vaut. Ah, c'est possible. Ben, moi, j'étais justement, tu as mentionné Élise Turcotte, elle m'a enseigné quand j'étais au cégep. C'est bon ce qu'elle fait, elle, là. Oui, oui, elle dit, était là. excellente. Ouais. On avait des élèves qui s'obstinaient avec elle parce que elle leur demandait de justifier qu'est-ce qu'ils avaient écrit. Puis là, ils disaient, tu sais, comme si les autres, il y avait la science infuse, là, tu sais, c'était Dieu qui leur avait inspiré ce qu'il y avait sur la feuille. Puis là, on ne pouvait pas rien changer puis rien questionner parce que c'était parfait, là, tu sais. Puis quand... C'est l'apanage des jeunes, souvent, quand tu as 20 ans. Moi, à 17 ans, j'étais d'une prétention imbuvable, là. J'étais convaincu que ce que j'écrivais... c'était extraordinaire. Puis, c'est une arrogance qui peut servir à continuer. Mais à un moment donné, il faut que et j'ai commencé à publier quand j'ai arrêté d'être arrogant. J'ai arrêté de publier quand j'ai accepté que, wow, revise ce que tu fais, remets en cause ce que tu fais, fais plusieurs versions, ne sois pas sûr que tu fais le meilleur roman au monde. Ça, quand j'ai compris ça, quand j'ai fait preuve d'un peu d'humilité, j'ai fait des meilleurs romans. Parce que ça se peut pas que t'es jamais aussi bon que tu le penses, là. C'est pas vrai, là. Faut se calmer les nerfs un peu, là. Surtout quand tu sais que tout a été fait. Tout a été fait. Ouais. C'est ta manière à toi qui va changer ça. Mais la prétention d'écrire un roman que je suis le premier qui écrit ça, tu sais, faut pas se prendre pour un 7-up, là. C'est quand même... Fait que j'ai passé ça. Je suis rendu à un âge que l'ego est moins important qu'avant. Plus qu'on vieillit, moins qu'on a d'ego. En ce qu'on devrait. Ceux qui vieillissent, qui ont beaucoup d'ego, sont à l'envers. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris, là. Mais normalement, quand tu vieillis, ton ego fait, tu t'énerves moins, tu pognes moins les nerfs pour plein d'affaires, tu es moins inquiet pour plein de trucs. Là, vous avez dit, ben, c'est facile pour toi, Sénécal, tu as du succès, tout ça. Oui, c'est vrai que j'ai un certain confort là-dessus. Mais quand même, il y a beaucoup d'affaires que tu fais, je m'en crisse. Je m'en fous. Je suis rendu à 54 ans, je fais ce que j'ai envie de faire, puis je veux le faire le mieux possible. Puis s'il y a des gens qui aiment pas ça, tant pis. Mais je veux toujours m'améliorer quand même. Pas parce que j'ai 20 romans d'écrits, puis que je suis connu, puis que j'aurais jamais la prétention de croire. Alors, remettez-moi pas en question, parce que j'ai compris comment ça marche un trailer. Là. Je sais comment ça marche un trailer. Oui, je sais comment ça marche un trailer. Je pense que je sais comment ça marche. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a des choses à améliorer, là. Et ça, mes lecteurs de base, là, mes lecteurs alpha, que j'appelle, j'en ai une couple, là, ils me challengent, eux autres. Là. Puis je veux qu'ils me challengent. Je veux être challengé jusqu'à la fin. Ça, pour moi, c'est important. Et je pense que des lecteurs, des écrivains maintenant reconnus, établis, connus, je nommerai pas de nom, mais je pense qu'ils ne sont pas tous, loin de là, mais il y en a, je pense, qui ont pris pour acquis qui sont rendus. Qui n'ont plus besoin de se faire challenger parce qu'ils ont compris maintenant comment ça marche. Ça n'empêche pas que quand je vais dans une réunion, mettons, en cinéma, puis qu'il y a un producteur qui me dit Gars, un trailer, tu devrais faire ça de même. Qui pense qu'il va me dire comment ça marche un trailer, ça m'écoeure. Je vais vous dire Hey, je sais comment ça marche un trailer. Mais dis-moi pourquoi cette scène-là ne marche pas, qu'est-ce qui te manque? Ça, je vais t'écouter. Mais donne-moi pas un cours de trailer. Là. Fais-moi pas ça, là, alors que tu n'as jamais écrit de ta vie, tu n'as jamais écrit de ta vie. Elle a la différence. Là. Je ne veux pas me faire donner l'impression par quelqu'un, je connais ça plus que toi. Ça si j'entends ça m'énerve. Mais j'ai des critiques à te faire que je pense qu'ils pourraient t'aider. Go! Ça, je suis bien ouvert à ça. J'aurais une dernière question sur les thèmes. Tu parles, dans le fond, le personnage principal de ton roman, c'est un auteur qui est convaincu que pour lui, bon, il reçoit de la visite qui appelle, il y a qu'un personnage qui cogne à la porte, puis il va l'accueillir, puis là, c'est le personnage qui va décider. À un moment donné, il va se faire challenger en voulant dire non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, c'est dans le fond la mise en scène, puis le personnage va servir à la mise en scène un peu plus. Peut-être que mais je me demandais, toi, c'est comment ton processus, comment tu te places par rapport à ça? Mais ça, je me suis amusé à mettre face à face deux conceptions d'écriture qui sont bien différentes, justement. Parce qu'effectivement, il y a des auteurs qui disent c'est pas moi qui décide, c'est les personnages. Tu sais. Moi, ça m'a toujours énervé, ça. Je veux dire, c'est-à-dire, il y a une manière. Si tu dis, il faut que je sois conséquent avec mes personnages, il faut que je sois logique. Ça, oui, ça me va. Mais il y a une posture
y a une posture romantique chez certains écrivains. Ouais. En général, les écrivains qui font pas du genre, faut bien le dire, qui est que je ne décide pas. Ce sont mes personnages qui décident. Je suis au service de mes personnages. Ça se peut pas, ça. C'est pas vrai, ça. Laissez-moi tranquille avec ça. T'es pas un schizophrène, là. Il y a pas un personnage qui apparaît tu n'avais pas le choix que ce personnage-là fasse ça. Il est mort. À un moment donné, je me rends compte en écrivant que mon personnage meurt. J'étais subjugué, je pleurais, je voulais pas qu'il meure, mais il me disait non, il va mourir. Ben, hostie, il fallait pas mourir si tu veux pas qu'il meure. S'il me dit, ben, il faut qu'il meure, c'est logique. Bien sûr, parce que tu as construit l'histoire, mais si tu veux pas qu'il meure, ton personnage, change ton histoire pour pas qu'il meure. Comprends-tu? Ou si tu as besoin qu'il pose tel geste, puis il peut pas poser ce geste-là parce que sa psychologie peut pas faire ça. Alors, j'ai pas le choix. C'est pas que t'as pas le choix. C'est que tu veux ça par rapport à ce que tu as construit. Mais si tu veux qu'il pose tel geste, t'es Dieu. Quand tu écris un roman, tu es Dieu. Tu fais ce que tu veux. Tu es un démiurge tout puissant et c'est ça qui est formidable. Fait que si vous me dites, j'installe des personnages et je suis cohérent avec eux autres, des fois, ça m'amène à des places imprévues, mais ça me va. Ça, je crois à ça. Ça m'arrive moi aussi. Mais cette posture-là de dire, je ne décide de rien, je suis l'esclave des personnages, c'est bien romantique puis c'est bien beau comme image, mais c'est pas vrai. C'est juste pas vrai. Je dis, même Zola disait, je faisais du naturalisme au 19e siècle, disait, moi, je mets en place des personnages et je suis leur logique et je n'interviens pas. C'est pas vrai. Si tu lis du Zola, il intervient, il en fait du suspense puis il s'arrange pour qu'on ait le goût qui se passe de quoi. Et tant mieux. Tant mieux, sinon, tu vas faire des romans plates en maudit, là. Fait que je comprends l'idée de. Alors, oui, moi aussi, c'est vrai qu'à la visite, c'est une image que j'emploie souvent, moi. En ce moment, je suis en attente de visite. La visite, ça veut dire des idées qui vont venir me visiter. Sauf que si je n'aime pas la visite, elle va rester dehors, là. Je veux dire, puis une fois qu'elle arrive dans la maison, c'est moi qui va décider qu'est-ce que je vais faire avec cette visite-là, là. C'est moi qui va la diriger. C'est pas vrai qu'une fois qu'elle arrive, elle va tout décider. Oui, elle va me donner une direction que je vais aimer ou pas, puis que je vais enligner ou pas, là. Mais venez pas me faire croire que vous décidez rien, les auteurs. Puis quand tu leur parles, en fait, ils font, ben non, ce que je voulais dire, c'était pas ça. Mais si c'est pas ça que tu voulais dire, dis-le pas. Mais c'est beau de dire ça. Ça paraît bien de dire ça. Ça fait très artiste de dire, je ne décide de rien, ce sont mes personnages. Et quand il y en a un qui pleure, je m'y attends. Quand il y en a un qui meurt, je m'y attends pas. Je me mets à pleurer parce que, oh mon Dieu, je ne veux pas que tu meurs. Hey, laisse-moi tranquille, là. Je ne veux pas ça. Puis s'il y a des auteurs qui sont comme ça, ben, prenez des médicaments. Je veux dire, c'est un peu intense comme vision. Puis je connais assez d'auteurs pour savoir que c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu construis ton roman. Oui, tu es à l'écoute, mais tu le construis, puis c'est toi le boss. C'est toi le boss. Parce que tu les as créés comme tu le voulais, tes personnages. À moins d'écrire tes mémoires très, très, très fidèles, puis là, tu dis, ben, ça s'est passé de même, c'est comme ça. Mais moi, je parle de romans de fiction, là. Fait que voilà, Alors, moi, mon personnage, il est un peu dans l'école de je décide de rien, puis je ris un peu de ça. Je ridiculise un peu ça parce que, au bout du compte, c'est pas vrai qu'il décide de. Puis il est confronté à ça. Oui, il est confronté à ça, c'est ça. Moi, c'est le point que j'ai. Qui dit, qui pense qu'il décide de rien. Fait que oui, il y a cet aspect-là aussi, cette espèce de clin d'œil. Il y a quelque chose d'un peu baveux là-dedans. Là. Puis je sais que quand je parle de ça, des fois, il y a des auteurs qui me regardent et vont dire, hey, Sénécal, tu comprends rien. Mais je persiste et je signe que l'auteur, c'est le boss, puis que c'est toi qui décides. Et personne d'autre. Voilà. Ben, moi, je trouve que c'est ça c'est un des points forts de résonance. Je trouve que ce questionnement-là qui est mis en parallèle avec le questionnement de notre propre liberté, nous, en tant qu'individus aussi, par rapport à dans le monde dans lequel on vit, qu'est-ce qui est des choix, qu'est-ce qui n'en est pas. Ça te force à faire cette réflexion-là aussi. Et je pense que c'est justement le côté, l'espèce de mise en abîme qui est créée, elle se fait à deux niveaux. Elle se fait l'auteur qui est romancier avec ses propres personnages dans son imaginaire. Puis lui, après ça, en tant que personnage de roman, par rapport à toi comme écrivain, puis nous, en tant que lecteur, ensuite, qu'on vient racheter une couche. Que, je trouve ça vraiment très, très justement, cool. Comme dans la vraie vie, peut-être que ça m'obsède cette idée-là à ce point-là, puis que je revendique ça beaucoup. Peut-être parce que moi, dans la vraie vie, je pense qu'on ne contrôle pas grand-chose. Mm-hmm. Je pense qu'on a beau vouloir... en général, il arrive ce qu'on a construit. On a construit des choses en général, mais il peut arriver n'importe quoi. Moi, là, je me suis construit une belle vie. Là. Je gagne bien ma vie, j'ai ma famille, j'ai ma femme, mes enfants, tout va bien. Asti, je peux sortir dehors tantôt pour aller au dépanneur, puis je peux me faire frapper par un char.
ou ma blonde peut pogner le cancer demain matin, ou whatever, là. Fait qu'on contrôle pas tant que ça. On a l'illusion du contrôle, puis on se construit des affaires pour se donner l'illusion du contrôle, puis en général, ça marche, mais c'est quand ça marche pas que tu te rends compte que tu contrôles rien. Ça, j'en ai parlé beaucoup dans Contre-Dieu, de ce thème-là. Alors, comme j'ai l'impression de ne pas contrôler grand-chose dans ma vie, même si au bout de compte, ma vie va pas mal comme je le veux, mais je suis sûr comme il y a une brique qui va me tomber sur la tête, parce qu'on finit tous par savoir une brique, qu'on le veuille ou non. Dans mes romans, laissez-moi contrôler, par exemple. Justement, s'il y a une place que je peux tout contrôler, puis oui, on fait jamais complètement le roman qu'on voulait faire, parce qu'en l'écrivant, il y a des choses qui changent tout ça. Mais je revendique chaque phrase de ce roman-là. Il y a aucune voix, il n'y a aucun personnage qui va obliger d'écrire ça. Fait que s'il y a une place qu'on peut créer, c'est dans la fiction, c'est dans l'art, qu'on peut contrôler, je veux dire. Et c'est peut-être pour ça que j'aime tant écrire des romans, c'est que là, j'ai le contrôle. Là, je contrôle les affaires, puis c'est moi qui décide, c'est moi le boss. Puis j'aime ça, cette manipulation-là me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis je pense que la plupart des auteurs, c'est ce qu'ils aiment faire aussi. Ils aiment contrôler une situation, là, tu sais. Mais c'est ça, mais tout le parallèle, justement, entre l'auteur puis l'espèce de... Qui va insuffler le sens à son œuvre, puis le fait que... Puis que nous, on se remet dans notre quête de sens aussi. Je trouve que, justement, c'est bien abordé dans le roman, justement, le côté un peu Spinoza, d'absence de libre arbitre. Ouais. Puis en plus, on a l'illusion du contrôle en écrivant un roman. C'est-à-dire qu'on dit, oh là, on contrôle tout. Et aussitôt que tu l'as fini, le roman, aussitôt que tu lances dans le public, tu as perdu le contrôle. Tu l'as perdu. Parce que les gens vont l'interpréter comme ils veulent. Hein? Les gens vont faire ce qu'ils veulent avec ton roman. Fait que tu l'as contrôlé le temps que tu l'as fait, mais aussitôt que tu as fini de l'écrire, tu perds le contrôle de ce roman-là. Tu perds le contrôle de ce que tu voulais faire. Parce que ce que tu voulais dire, il y en a qui ne le verront peut-être pas de même. Pas en tout. Puis tant pis ou tant mieux. Ça prouve que justement, une fois que tu construis quelque chose et que tu laisses aller, ça t'échappe. Ça t'échappe complètement. C'est comme élever des enfants. Moi, on va dire dans la vingtaine, là, ça ne me regarde plus. Là. Je vais les aider du mieux que je peux, mais à partir de maintenant, ils vont faire ce qu'ils veulent. Là. Puis il y a tellement de parents qui se projettent dans leurs enfants et qui disent, puis qui sont déçus parce qu'ils ne font pas ce qu'ils auraient voulu qu'ils fassent. Mais si tu as des enfants pour qu'ils fassent ce que tu veux que tu fasses, tu es dans le champ maudit. Là. Je veux dire, oui, tu veux qu'ils soient heureux, tu veux qu'ils soient des bons citoyens, tu veux pas que ça devienne des trous de cul, des bandits, évidemment. Là. Mais à un moment donné, j'aurais aimé ça que mon enfant aille à l'université. C'est décevant, il n'est pas allé. Mais il est heureux? Il fait une job cam? Oui. Bon, ben, fuck off. T'aurais voulu, toi, qu'il aille à l'université parce que toi, tu es à l'université ou parce que tu n'es pas allé et tu dirais que ton enfant y aille parce que là, tu fais ta projection? C'est pas ça, avoir des enfants. C'est pas ça. Accepte de semer des choses et de perdre le contrôle de tes enfants après. Puis ils vont peut-être, c'est quand tu vas accepter ça qu'ils vont peut-être te surprendre le plus, justement. Qu'ils vont te donner des oh boy, ils ont été dans une direction que je ne m'attendais pas. Puis là, tu ne te condamnes pas à la déception perpétuelle. Parce que plus que tu veux contrôler quelque chose, plus que tu te condamnes à être déçu. Tout le temps. À un moment donné, il faut laisser échapper ça. C'est super. Ben, ça fait déjà presque une heure, puis fait que merci. Puis avant qu'on conclue, j'aimerais juste ça. En fait, si tu as des suggestions, si tu as vu des films ou tu as lu des trucs récemment que tu as envie de partager, c'est la plateforme pour le faire. Dans le. Ouais, c'est pas du. On peut aller chercher le titre comme il faut, mais je pense que j'ai dit. Mélasse de fantaisie que j'ai parlé tantôt, le roman de François Ouellette, qui lui-même est un amateur d'horreur dans la vraie vie, là, mais c'est pas un livre d'horreur, là, ça, mais c'est un roman pété en tabarnouche. Ça, je vous conseille ça en maudit. Dans le genre, j'ai écouté un film français cette semaine, il est sur Shudder en plus. C'est un film français complètement inaperçu au Québec. Je me demande même s'il était en salle. Puis il est sur Shudder, puis je trouve ça curieux que ce soit sur Shudder. Oui, il y a des scènes extrêmes, oui, il y a des bouts trash, mais je trouve ça cool que ce soit sur Shudder. Ça montre une ouverture de Shudder, parce que on peut se dire que c'est pas tout bon ce qu'il y a sur Shudder? Non, effectivement. Mais c'est grave, c'est une caverne d'Ali Baba, ça. Bon, puis aussitôt qu'il y a des films d'horreur des années 80, tout le monde triple, puis je m'excuse, là, je viens des années 80, adolescent, là, asti, il y a beaucoup de films trollés, là, tu sais. Mais ça, c'est un film français qui s'appelle, ils ont pris le titre en anglais, je pense que c'est Bloody Oranges. C'est Orange sanguine. C'est un film français
c'est un film, la première heure quasiment, ça a l'air d'un film, une comédie française très bavarde, ça, mais les dialogues sont hallucinants, les acteurs sont... Et là, il y a un twist à un moment donné, ça devient weird, là, mais weird, là. C'est un film, c'est une astifie de belle bébête de film où que autant ceux qui aiment les dialogues bien faits, la belle mise en scène, puis les scènes trash vont trouver leur compte. Là. C'est un film très risqué parce que justement, ça change tellement de ton à un moment donné que ça répète n'importe quoi. Mm-hmm. Ça marche. Ça marche, là. Ça marche vraiment, là. Fait que voilà, ça c'est une suggestion d'un dernier film de genre, disons, que j'ai vu. J'ai vu ça cette semaine, là. Très, 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 très bon. Voilà. Puis, je veux voir Mad God. Je veux absolument voir Mad God. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous autres. Oui. Je ne l'ai pas vu, mais... je l'avais vu quand il était sorti à Fantasia il y a 2 ans. Puis là, il est arrivé sur ça là, je l'ai réécouté. Moi, j'ai trouvé ça génial. C'est du stop motion, là, fait par un... C'est Phil Tippett, c'est le créateur des effets spéciaux, notamment derrière Jurassic Park. Oui, c'est ça. Je dirais que c'est bien flyé, bien pété, bien imaginatif. Fait que ça, c'est sûrement le prochain que je vais que je vais regarder. Je te conseille vivement. Parfait, je me mets là-dessus. Sinon, je pense qu'on va pouvoir te voir à la mi-septembre au Festival Requiem. Je viens de voir ça sur Facebook. Mon Dieu, c'est quoi ça, le Festival Requiem? OK. Ils t'ont annoncé. Il y a tellement d'affaires que je ne sais pas. C'est quoi ça? C'est un festival, ça se passe dans un hôtel à Montréal, puis apparemment que tu as une table. Ah bon? Ben écoute, je te crois, mais je m'en rappelle pas. Je vais couper ça au montage. Oui, j'ai coupé au montage, c'est ça, là. Je vais appeler mon agent, on va dire que c'est ça. C'est pas mon agent, mais mon maison d'édition. Mais ça se peut, là. Je marque plein d'affaires dans mon agenda, puis à un moment donné, je perds le fil, là. Ouais. Regarde, m'aller googler ça moi-même dans 2 minutes. OK. En tout cas, si tu es là, moi, je vais être là. Je vais être à l'accueil. Ça me fait plaisir de vous voir, certainement. Super. Merci. On a voulu que ça soit plus restreint que la dernière fois. La dernière fois, on avait jasé pendant 3 heures, mais là, on essaie de faire des épisodes plus courts cette saison-ci. C'est bon, c'est moins de montage pour vous autres. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous autres. Merci à toi.